Olivier, on peut commencer? Ouais, très bien. Du coup, donc on avait une petite dizaine d'inscrits. On en a deux qui sont arrivés, c'est ça, non? Oui, donc on a 7 spectateurs. D'accord, ok. Voilà, donc on va commencer, hein. Très bien. Tu fais une introduction ou on y va? Oui, oui, oui. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'installation d'un plancher chauffant. Nous sommes ravis de partager cette expérience avec vous. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous montrer concrètement comment se déroule la mise en place d'un plancher chauffant en temps réel et depuis la préparation jusqu'aux les différentes étapes de l'installation. Donc, pendant ce webinaire, nous allons essayer d'être le plus pratique le plus possible pour vous montrer tout ce qu'il faut pour une installation, les différentes étapes de la mise en œuvre. Et pour cela, nous avons la chance d'être accompagnés par notre collègue Olivier Cazot, qui est sur le chantier actuellement, basé en Bretagne. Donc voilà, pour une installation plancher chiffon en cours. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter, Olivier, et nous montrer le chantier? Ouais, tout à fait. Donc déjà, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Je ne sais pas si on a mis l'option pour que vous puissiez parler, mais au moins vous avez un petit bouton pour poser des questions. Le truc, c'est effectivement, c'est de poser le maximum de questions. Et, d'ailleurs, les vidéos, on va les mettre sur Insta, Facebook et puis YouTube pour que les gens, pour vous et puis les gens qui puissent se joindre, c'est le lot commun des webinaires. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et puis après, il y en a qui ont oublié, qui peuvent pas, qui n'ont pas compris comment fonctionnait Zoom. Mais du coup, les gens sont vraiment intéressés par toutes vos questions que vous pouvez avoir par la suite. Alors, ce chantier, effectivement, donc on est actuellement dans le Morbihan, donc dans le sud de la Bretagne, une longère typique de la région. Et je vais montrer le chantier basé sur deux produits. Un produit pour le rez-de-chaussée, qui est le calé au sol classique, et sur lequel on va mettre du carrelage. Et au premier étage, un panachage entre l'EcoPlus pour tout ce qui est chambre avec du parquet et du classique pour les salles de bain. Donc on va commencer par le classique qui est au rez-de-chaussée pour lequel les travaux sont en cours en différentes phases. Donc je vais bouger la caméra pour voilà. Du coup là on est sur la pièce principale de vie qui fait à peu près 45 mètres carrés. On a commencé à faire les travaux ce matin, mais je vais vous expliquer les différentes phases de travaux. Alors déjà, avant de commencer, vous voyez que le sol est gris. Il est gris parce que le carreleur est venu mettre du ragréage sur le carrelage. Alors c'est optionnel, mais du coup on avait un carrelage qui était très très mal posé, du coup avec des bosses de partout. Du coup le carreleur est venu mettre un ragréage. Et avant le ragréage, voilà l'état du carrelage. Donc c'était un ancien carrelage de type imitation marbre qui ne plaisait pas, donc on l'a changé comme d'habitude. Et du coup, l'aspect final, on va le voir parce qu'une partie est déjà finie et ça donne ça. Alors, on voit ici le Caléosa classique en cours de pose et à côté le carrelage qui est déjà posé. Alors, désolé, c'est pas une journée qui est très super euh, au niveau euh, au niveau, voilà, au niveau de la lumière. Mais du coup, voilà, par exemple, une salle de bain finie. Ici, c'est le couloir avec un bureau. Et d'ailleurs, de plein pied, on va avoir le classique qui va être posé. Et on a commencé les travaux ce matin. Le ragréage a été posé hier matin. Ça met 24 heures à sécher. Et du coup, ce matin, on a pu prendre possession de la pièce. Je pense que ce soir, on a fini de poser toutes les plaques de calé au sol classique et peut-être commencer à coller aussi, de telle façon qu'on puisse finir de coller demain matin le carrelage. Et dimanche, on va passer tous les tuyaux, mettre en pression, vérifier que tout est bon pour chauffer et mettre le primaire d'accrochage. Mardi passe le carreleur et samedi prochain, on redéménage tous les meubles dans cette pièce. Du coup, c'est un chantier quand même très compact. Alors, tout commence par, quand on voit un chantier comme ça, tout commence par avoir un plan de la pièce et faire le calpinage.
Alors, voilà un calpinage qui a été fait par Jonathan, qui est aussi à l'autre bout du téléphone, qui pourra vous donner des explications. Du coup, bah là, c'est un plan qu'on a fait avec Cozy Casa, qui est maintenant le logiciel qui est utilisé aussi par Leroy Merlin. Euh, Assez buggé, mais du coup assez pratique pour faire des pièces qui sont assez carrées. Et ici, on voit qu'on a différentes boucles qui ont été tracées, et c'est ça qu'on suit pour poser le caléosol classique. Alors, point Et important ici, quand je fais un zoom. Oui, pardon, va voir. on a une petite question de Monsieur Devis. Pourquoi un choix de différents matériaux de calé au sol aux différents étages? Pourquoi du Oui, granit alors, contre très la bien. pierre? Alors, le classique, en général, c'est un produit qu'on va utiliser uniquement pour poser du carrelage dessus. Si on peut coller le calé au sol classique par terre. Donc là, on avait du carrelage ou du béton, etc. Donc on a pu le coller par terre et on voulait du carrelage. C'est un produit qui est un peu plus technique, qui est un peu plus cher que les autres produits de notre gamme. Mais du coup, ça évite de mettre une chape pour coller le carrelage. Et dès lors qu'on veut rester dans des hauteurs de réservation assez basses, donc inférieures à 7 cm, le classique est un produit rêvé. Maintenant, donc, on a effectivement l'EcoPlus qui est en fibre de bois, qui est très léger, qui se pose en flottant. Du coup, se pose en flottant, on va poser des choses en flottant dessus. Donc, une chape flottante, si on veut rajouter du carrelage, mais du coup, ça fait plus cher et plus épais. Sinon, on peut poser directement du parquet dessus. Alors, du parquet en 14 mm pour respecter la loi anti-feu française. Mais du coup, ça fait aussi un chantier assez compact qu'on va visiter après. On avait 20 mètres carrés à poser en 2 jours, en un week-end, on a posé l'EcoPlus, plus le parquet. C'est un peu plus rapide à poser parce que tout est en flottant et il n'y a pas besoin de collage. Le classique, c'est moins cher parce qu'il n'y a pas la chape, mais il faut aussi avoir du temps pour faire la colle. Et notamment pour ce chantier-là, vous voyez, on a déjà posé des plaques. En fait, on pose des plaques en pose à blanc, on les retire, on colle, et après, on met les tuyaux et le carrelage. Du coup, ça fait une manipulation en plus, mais quand même, au niveau derrière, hauteur de réservation et facilité, c'est quand même pas mal. Autre question? Pour l'instant, c'est tout. Merci pour ce point. Ok, très bien. Alors, je recommence sur le calpinage. Voilà, donc calpinage. Donc ici, on va voir en haut à gauche des petits carrés. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On a trois petits carrés avec les tuyaux qui partent vers la gauche. C'est l'endroit où va être la nourrice. Et quand on regarde ce qu'il y en a ici, c'est ça. Du coup, on a des pièces qu'on a usinées chez nous par rapport au calpinage qui va nous permettre directement d'avoir toutes les formes possibles pour aller avec la nourrice. Alors là, vous voyez pas la nourrice parce qu'elle sera derrière le mur ici. On va prendre un petit burineur pour faire des trous derrière. Et la nourrice, bah, on peut peut-être aller voir la nourrice parce qu'elle est déjà utilisée pour l'autre partie du bâtiment. Alors, je vais essayer de mettre la lumière sans m'éblouir. La nourrice, pour le moment, est là. Et du coup, il y a déjà un plancher chauffant, bien sûr, là où on est dans le bureau et dans la salle de bain, avec les tuyaux qui partent ici. Et bah, les autres tuyaux vont arriver ici une fois qu'on aura fait des petits trous dans le mur, qui est un mur en briquette, donc ça l'est assez facilement. Bah, j'en profite pour regarder là. Bah, du coup, ici, on voit vraiment, on a le carrelage. Là, ça n'a pas été fini parce que le carreleur, il lui manquait un carreau. Du coup, il attendait d'avoir le reste du chantier pour finir. On voit vraiment le calé au sol classique. Les tuyaux sont vraiment à fleur du, du carrelage, ce qui fait qu'on n'a aucune inertie et un chauffage extrêmement bon avec le calé au sol classique. Des questions pendant que je reviens dans la pièce principale? Non, non, justement, c'était super clair, le choix des matériaux. Très bien. Alors, je reviens sur le calpinage. Donc, c'est vraiment important de suivre le calpinage parce que on est vite perdu. On a 8 tubes ou tuyaux qui sortent du mur et il faut qu'ils soient dispatchés sur une pièce qui fait 40 mètres carrés. Et j'avoue que là, ce matin, on a commencé avec ma femme et la première chose qu'on a fait, on s'est planté. En fait, on a oublié une sortie. Du coup, on est parti avec cette sortie à place de 8 et forcément, à un moment donné, bah, il y a un tuyau qui arrivait nulle part. Du coup, c'est pour ça que vous voyez des marques au feutre partout. C'est qu'on veut être sûr qu'avant de coller quoi que ce soit, le tube, le tuyau va quelque part. Du coup, vous voyez, on a des petits dessins partout. Voilà, ici. On a encore des petits dessins ici. Ça va ici. Alors sous l'escalier, on n'a pas mis, mais on a mis à peu près partout, de telle façon que sur cette pièce où il y a 4 boucles,
on soit sûr que le tuyau qui part, il va revenir. Alors, et du coup, 40 mètres carrés, ici, on a 4 boucles. On a une boucle qui part vraiment le long du mur, qui va chauffer un petit peu dans l'embrasure de la porte-fenêtre et qui va aller jusqu'au bout vers la cuisine. Et après, on a les autres boucles qui sont ici, qui vont peupler la pièce. Avec une discussion avec notre cabinet, Jonathan, par rapport à l'utilisation que vous voulez faire de la pièce. Donc ici, 4 boucles. On a choisi une qui était vraiment dans le couloir où on veut chauffer, mais bon, voilà quoi. Et on a ici, on aura la salle à manger, et enfin la pièce où on aura la table pour manger. Ici, on aura nos fauteuils où on va avoir bien chaud. Et puis après, vers la cheminée qu'on n'utilise jamais. Si il fait pas moins chaud, c'est pas très grave parce qu'il y aura personne. Du coup, on a choisi un calpinage avec Jonathan qui permettait de choisir des zones par rapport au confort qu'on veut avoir dans la pièce. Donc ici, on va avoir la salle à manger avec la table ici. On aura nos fauteuils ici et on aura une boucle ici où on peut chauffer, mais si c'est pas très chaud, c'est pas très grave. Et on a le couloir ici. Euh, et du coup, au niveau des thermostats, on va avoir un thermostat qui sera piloté par zone, par endroit dans la pièce, pour pouvoir avoir le confort optimal et non pas seulement un thermostat collé au mur qui va juste mesurer la température du mur et pas l'endroit où vous êtes assis. Olivier, Oui, deux petites questions. On a une première question. Pourquoi quatre boucles dans cette pièce? oui, Donc, pour que tout le monde soit au courant, une boucle étant fait en moyenne 12 mètres carrés. Comme là, donc 40 mètres carrés environ, on est sur quatre boucles. Et une seconde question de Monsieur Poiré. Préconisation primaire sur la feuille d'alu. Weber est sceptique pour le collage du carrelage. d'accord. Est-ce que vous... Alors, c'est dommage qu'ils soient sceptiques parce que justement, c'est eux qui ont préconisé ce produit pour notre produit et qui ont fait tous les essais avec notre fournisseur de produits. Alors, Weber est une grosse boîte, hein. Donc, nous, on a tous les PV de tests qui ont été faits entre Weber et, et notre fournisseur de calé au sol classique pour s'assurer que ce soit bien. Et il y a 2 produits qui vont bien pour notre plancher calé au sol classique. Le Weber, Prime, qui a 2 noms en fait. Hein. C'est je crois c'est Prime Universel et l'autre c'est un autre nom suivant l'emballage. Et qui est un primaire qui est à base de sable. Du coup, c'est très granitique comme granuleux comme produit. Et l'autre produit, c'est Mapei qui fait ça. C'est EcoPrime Grip qu'on trouve assez facilement sur Internet, par exemple sur Amazon, qui est un autre produit qui est une couleur grise, qui c'est les deux s'attachent au pinceau, au rouleau, et quand c'est fini, ça a l'aspect granuleux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vu que ça a l'aspect granuleux, on a une très bonne accroche du carrelage. Du coup, c'est assez bizarre que Weber dise ça parce qu'en fait, c'est toute la publicité en plus qu'ils font dessus. C'est pour coller du carrelage, même sur l'OSB avec leur primaire. Voilà. Olivier, Hmm. vous les montrer. Voilà, exactement. Oui, pardon, merci. Voilà. Du coup, il y a un nom, celui-ci. Alors, c'est pas universel qui est sur cette boîte-là. Il y a marqué quoi sur l'étiquette? Alors, c'est marqué Weber Prime Universel. C'est universel. Et quand c'est sur des boîtes qui font 5 kilos, là, comme les boîtes de peinture, c'est un nom un peu différent, mais c'est le même produit. Alors, c'est une solution, tous les deux sont une solution aqueuse, et c'est quelque chose qui sèche je dirais, en 2-3 heures, en fonction de l'hygrométrie dans la pièce. Mais c'est un peu comme une sous-couche de peinture pour un mur, sèche très rapidement. Alors, Monsieur Poiré répond, c'est le service recherche et développement de Weber qui avait exprimé le doute il y a un an, la D'accord? compatibilité avec le métal. Avec les méthanes? Mais il n'y a pas de méthane dans nos produits. Le métal avec un L à la fin. Ah, le métal. Ah, d'accord. Bah, écoute, à ce moment-là, moi, je vais ressortir le PV de Weber, donc R&D, montrant ça. Voilà. Bon, bah très bien, du coup, on peut continuer. Hum, hum. S'il y a une crainte, alors c'est toujours le lot un peu des choses, des PV comme ça qu'on fait un certain temps. Les gens dans les entreprises changent, ils sont pas forcément au courant de tout.
On a aussi parfois des fabricants de parquets qui nous ont dit c'est super, et après on tombe sur un autre représentant qui dit maintenant je suis pas au courant. Du coup, effectivement, si vous n'êtes pas confortable avec le Weber parce que il y a quelqu'un de chez eux qui ont dit que c'était pas bon, et ben prenez à ce moment-là les Ecoprime Grip de Mapei. J'avoue que c'est ça que j'ai utilisé jusqu'à présent chez moi et puis dans toute la famille en fait. Hein. Et on a ça depuis 10 ans, ça n'a pas bougé d'un poil. Alors, il faudra qu'on envoie du coup le PV à Monsieur Poirier vu que ça l'intéresse. Pareil pour le Mhm. pas de colle. Mhm. Et ensuite, on a, Alors bon, attendez, c'est quoi le truc sur la colle, pardon? ouais, faudra qu'on trouve, enfin, soit qu'on renvoie je pense, le choix de colle, donc les différentes colles nécessaires. Alors pour les cols, c'est très simple. Hein. De toute façon, on est en plan chauffant. Du coup, il y a une imposition d'utiliser de la colle C2S1. C2, c'est la colle à carrelage. S1, c'est pour du plancher, la colle flex. Entre les deux, entre C2 et S1, il peut y avoir d'autres lettres qui qualifient un peu mieux la colle, comme la durée de colle, le temps qu'on a pour coller, à laquelle vitesse ça va sécher, etc. Mais c'est C2S1 et c'est normé, c'est au CSTB. En principe, toutes les cols C2, S1 conviennent. Il n'y a pas de réception particulière. C'est qu'une fois qu'on a un primaire d'accrochage, c'est du C2S1, c'est tout, quoi. Et le primaire MAPED n'est pas si difficile que ça à trouver? Alors, on peut le trouver sur Internet. Si vous tapez Mapei Eco Prime Grip, on le trouve assez facilement sur Internet, par exemple sur Amazon. Ok, très bien. On a une autre question. Quel est l'avantage de créer des zones dans une même pièce? N'est-il pas plus efficace pour une pompe à chaleur, par exemple, d'utiliser toutes les surfaces d'émetteurs uniformément et donc de maintenir la même température dans limite toute la maison? Alors, le truc, c'est que 1 degré, c'est 8% de chauffage, de consommation en plus ou en moins. Euh, les thermostats traditionnels sont plutôt du tout ou rien. Donc, dès qu'on arrive à la température de consigne, on arrête le chauffage. C'est juste au moment où on a besoin encore de chauffage. Donc, nous, on a pris le parti pris de pouvoir avoir un système qui gère par zone et que dès lors que on est au niveau du point de consigne, on va pouvoir fermer le plancher chauffant avec des vannes proportionnelles, ce qu'on appelle les TRV. Je ne sais pas si vous en avez, Marois et Louis, là, dans le showroom pour montrer. Bah, aussi, vous avez une nourrice équipée. Pendant que vous montrez ça, je peux continuer Oui, aussi à je parler. le Euh, caméra. Hop, parce que là, je suis. les clients en fait qui nous achètent le plancher sans inertie avec des thermostats dans chaque pièce. Vas-y, Marois. Alors, juste, je regarde mon écran. Ah Euh, oui, parce que du coup, il faut me mettre devant caméra, l'écran. D'accord. Ok. juste un instant. Ça fait terminer. Hop, là, c'est bon, je pense. Oui, voilà. Alors, aussi. Bah, tu peux rapprocher de la caméra encore un peu plus. Encore, voilà. À deux, ça ira. Voilà, vous expliquez les différents éléments? Oui, alors, nous avons une nourrice. Là, c'est une nourrice 5 voies. Donc, il y a des micro. Attends, on ne voit plus là, on voit plus quelle aura maintenant. Ah oui, donc il faut bouger un petit peu. Hop, voilà. Et Laura, il nous montre la nourrice. Donc, sur la nourrice, il y a plusieurs micromoteurs. Donc, on a des micromoteurs avec débit variable, proportionnel. Et puis, on a des micromoteurs tutoriens, les petits. Et voilà, donc on a tout ce qu'il faut pour alimenter le plancher chauffant, que ce soit un plancher, mur ou plafond chauffant rafraîchissant. Et avec ces micromoteurs, on peut aussi les coupler avec des thermostats. Si tu peux nous montrer aussi les thermostats. Donc on a des thermostats. À l'aide des thermostats micromoteurs et notre box domotique, c'est la partie Caliodome. Avec ça, on peut quand même piloter le fonctionnement de plancher chauffant par zone, indépendamment, via vos smartphones, tablettes ou autre chose. Alors, deux questions. Monsieur Baptiste qui nous demande à partir de quelle surface le zonage avec les boucles devient intéressant. Alors, le zonage, alors déjà, donc on a une petite opposition sur la technologie qui nous impose d'avoir des boucles qui ont 12 mètres carrés maximum. Ça, c'est pour des questions de perte de charge dans les tuyaux.
12 mètres carrés, ça fait 66 mètres de tuyaux. Et si on veut garder des pompes de circulation d'eau avec une consommation faible, en utilisant par exemple des Willow avec 6 mètres de refoulement, donc avec une pompe qui consomme 30 watts, on est obligé de voir des boucles qui sont assez courtes, donc 66 mètres maximum. Parfois au niveau du catenage, on fait une entorse pour monter à 80, mais on essaye vraiment de garder 66 et du coup 12 mètres carrés. Après, je reviens quand même sur la question, effectivement, d'avoir la PAC qui gère tout avec une seule zone. Bon, déjà, dans les normes qui sortent actuellement, les nouvelles maisons ne pourront plus avoir ça parce que du coup, c'est trop, ça consomme trop d'énergie. Donc, il y aura une imposition d'avoir des thermostats dans toutes les pièces, comme c'est déjà le cas dans le tertiaire. Et on sait que 1 degré de différence dans une pièce, c'est 7 à 8% d'énergie dépensée en moins. Du coup, si on a des pièces pour lesquelles on va avoir 17 degrés et d'autres 20 degrés, ça nous fait une moyenne de 18,5. Ça nous fait 10% de variation de consommation d'énergie, y compris au niveau de la PAC. Maintenant aussi, le parti pris de nos planchers qui ont très peu d'inertie, c'est de pouvoir s'adapter en temps réel aux conditions climatiques de la journée. Ici, par exemple, on est en Bretagne, à ce moment, il pleut. Mais comme on dit, il pleut plusieurs fois par jour, et du coup, entre le moment où il pleut pas, il y a parfois du soleil. Et quand il y a du soleil, et ben, c'est un peu comme partout, ça tape à travers les baies vitrées. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir couper tout de suite le plancher chauffant, qui a une inertie d'une demi-heure, pour s'adapter aux conditions météo de la journée. Et je peux vous dire que quand c'est comme ça, on a le plancher chauffant qui s'arrête vers les 9 heures le matin et qui va peut-être recommencer vers les 17 heures, mais sans avoir besoin d'ouvrir les fenêtres parce que le plancher chauffant sera déjà, entre guillemets, froid à 10 heures et éviter, comme on voit par exemple, certains clients qui ont choisi des chapes épaisses dans le sud de la France, ouvrir les fenêtres à partir de 11 heures parce qu'il fait trop chaud. Il y a encore des chats, là j'ai vu, il y a plein de questions. Ouais, ouais, une question de Monsieur Poiré. Les nourrices sont-elles fabriquées en Asie ou alors assemblées en Europe? Alors les nourrices sont fabriquées en Italie et assemblées à Blois. C'est un produit extraordinaire. Alors, je vais les montrer de nouveau, les nourrices. Du coup, on est passé effectivement de nourrices en inox il y a longtemps de ça. Maintenant, on est des nourrices en résine. Et ces nourrices en résine, et ce qui est la lumière ici, qui est ici, du coup, on a un TRV qui était monté. Désolé, c'est en travaux, donc il y a pas mal de poussière. Ces nourrices en résine sont à double pot. Ça veut dire qu'elles sont isolées par l'intérieur. Et quand on est en mode rafraîchissant, la surface de la nourrice va être en gros 3 degrés plus haut que l'intérieur de la nourrice, et ce qui va permettre d'être bon au niveau de la condensation pour le rafraîchissement. Pour le rafraîchissement, il faut éviter effectivement tout ce qui est fabriqué en Asie en inox, parce que du coup, soit il faut l'isoler vraiment bien comme il faut, sinon ça ne convient pas. D'autres questions? Je vois qu'il y avait encore d'autres questions qui sont arrivées. Non, on a eu un petit comparatif sur la météo entre la Bretagne et la Belgique. Apparemment, c'est plus ou moins la même pluie, mais Aujourd'hui, il pleut, mais cet après-midi, il fait beau. Donc, du coup, on arrête le chauffage. Voilà. on a une autre Oui. petite question de Monsieur Doucet. Vous avez dit que les thermostats sur les murs, ce n'était pas top. Donc, où est-ce que Oui. vous mettez vos thermostats? Alors, Claire, je peux rentrer? On va montrer directement où c'est posé. Le thermostat. Le thermostat est là. Il est là. Donc, il est à 20 degrés. Voilà. Il varie entre 20 et 22 degrés. Il est là parce que c'est là où on a envie de manger et c'est là qu'on a envie d'avoir chaud. On n'a pas envie d'avoir chaud le long des murs et ni près du radiateur. Voilà. Du coup, les gens mettent effectivement en général plutôt les thermostats plutôt à l'endroit où ils vont s'asseoir. Mais on a vu qu'en fait, il peut y avoir beaucoup d'influence de l'environnement au niveau des murs, par exemple, sur le thermostat, et ça peut faire varier le thermostat de 1 degré ou 2 degrés.
Et en fonction du mur, s'il est chaud ou pas chaud, etc., on peut avoir des sentiments de chaud, pas chaud dans la pièce assez facilement. Ok, merci. On a Monsieur Moulin qui demande qu'est-ce qu'on ferait avec un plancher bois massif? Quelle solution mettre? Alors, je crois que le mieux, c'est d'en parler dans le showroom. Là, vous avez peut-être aller chercher des lambourdes. Pendant ce temps-là, du coup, là, on a été sur le classique, mais j'en profite pendant maintenant qu'on est un peu sur le bois, d'aller voir ce que ça donne au niveau contre-collé. Alors, on apprécie les prises de courant qui sont finies. Voilà. Voilà, donc on arrive sur un palier pour lequel on a fini il y a 2 semaines la pose à parquet contre-collé, avec dessous 20 mm d'écopuce, voilà, et qu'elle est au sol. C'est le carreur qui est venu pour faire le régrillage, de telle façon qu'on ait vraiment le parquet qui arrive à fleur de l'escalier. Et voilà ce que ça donne. Alors hop, voilà, je vais mettre un peu de lumière. Alors je sais pas en Belgique, mais en Bretagne, les gens aiment bien les couleurs un peu criardes. Je sais pas si c'est, voilà, c'est pour ça que c'est un peu jaune. Ne vous inquiétez pas, ça va changer bientôt. Donc voilà, ici, les mêmes nourrices fabriquées en Italie. Voilà. Un tuyau collecteur qui va jusqu'à la pompe géothermique en diamètre 32. Ici, on voit, on a laissé un peu en éclaté parce qu'on va finir le couloir un peu plus tard. On voit les tuyaux qui partent directement dans le plan chauffant. Il y a 2 tuyaux qui partent dans le mur ici qui ont un solvant qui est en classique. Et là, tout ça, c'était fait en contre-collé classique. Donc le contre-collé, un contre-collé acheté en surface de bricolage qui fait 14 mm d'épaisseur. Voilà. Alors, pour, Et euh, ça donne ça. pour revenir au Et bois ça, massif, et Alors, ça- est-ce que Vas-y, allez-y pour le bois massif. nous avons là un fibre de bois, en fibre de bois 40 mm, avec les lambourdes, donc sous forme d'étoile sur les deux côtés de plaques de fibre de bois. Je ne sais pas si vous voyez les petits îlettes à droite, à gauche, donc sous forme de croix. Et à l'aide de ces lambourdes, on peut quand même les clipser comme ça, à droite, à gauche de chaque plaque. Et par-dessus, on peut justement flouer le parquet massif. Voilà, donc on a 2 sortes de lambourdes. On a ce qu'on appelle les lambourdes flottantes. L'épaisseur de la lambourde qui est montrée par Marois est un peu moins épaisse que l'Eco Plus 40, Donc, de telle façon qu'on n'a pas de bruit traversant. 5 millimètres de différence, Olivier. Voilà. Et par contre, du coup, ça n'a pas de clouage, de cloutage de 60 mm, de 60 centimètres. Certains n'aiment pas ça, ils préfèrent passer en 40. Du coup, à ce moment-là, on utilise des lambourdes standards en rectangulaire du commerce qui sont à ce moment-là vissées au sol euh, pour avoir un pas de 40. Alors, ce produit, c'est quelque chose qu'on utilise assez couramment dans les vieilles bâtisses. Par exemple, la plus vieille maison à Colombage de Bretagne est équipée de ce système-là. Des églises, des temples, etc., quoi. Des maisons de caractère. Sinon, nous avons justement le deuxième modèle, Olivier, Oui, vas-y. avec les lambourdes en pose flottante directe. Il en a parlé là. Ça, Oui, c'est d'accord. voilà. Et ce sont aussi des lambourdes 40 mm de même épaisseur de plancher chevron. et quelle serait l'épaisseur maximum pour justement un parquet massif? Alors, on aimerait bien ne pas dépasser les 40 mm, mais en massif sur cette condition. Alors, 40 mm plus 20 mm de massif, ça fait 60 mm, hein, 6 cm. À regarder vraiment, si on peut, on pourrait monter en couche croisée avec les embourdes flottantes en 8 cm de fibre de bois, plus 2 cm de parquet, ça fait 10 cm. Mais vraiment, regarder vraiment si ça passe au niveau résistance à la compression. Le fibre de bois étant un super matériau biosourcé, etc. Mais il faut faire attention au niveau de la résistance à la compression. C'est pour ça qu'on n'utilise pas des matériaux qui sont vendus en Allemagne parce qu'ils ne passent pas les normes en France. Ok, merci. Deux autres questions. Donc, on a Monsieur Poiret qui demande que donne la tenue mécanique d'un carrelage sur le classique. Alors, on a une contrainte effectivement là-dessus.
Alors, tous les planchers chauffants, donc ces planches ils sont réputés tenir à 300 kilos au mètre carré, donc en charge répartie. Et il y a le truc de la charge ponctuelle. Pour que on ait une bonne répartition de la charge entre le carrelage et le calé au sol, il ne faut pas poser des carreaux qui ont une taille inférieure à 10 centimètres par 10 centimètres. Par exemple, les cabochons, c'est pas terrible. Le brillard, c'est pas terrible comme carrelage. Mais par contre, au niveau taille maxi, on n'a pas vraiment de taille maxi actuellement. On a même une personne qui avait une salle de bain qui faisait 4 mètres carrés qui a posé un carreau. Et donc, le salle de bain, c'est un carreau. Il a fait que couper un carreau à la taille de salle de bain. Je sais pas comment il a fait, mais en fait, il n'y a pas de joint, il y a un carreau. Et au niveau du poinçonnage, comment ça se passe? Alors, le poinçonnage est surtout un problème pour les petits carreaux. C'est pour ça qu'on dit il faut pas mettre de cabochon ou de brillard. Mais dès lors qu'on arrive avec des carreaux qui sont supérieurs à 10 centimètres par 10 centimètres, il n'y a plus de problème de poinçonnage. Ok, Dans la merci. limite, bien sûr, des 300 mètres, 300 kilos par mètre carré. OK? Ce qui sont Oh, les normes normales dans les maisons individuelles et tout ce qui n'est pas, je dirais, dans les ERP, etc. Tout ce qui n'est pas. Enfin, de toute façon, pour les ERP, il faut mettre une chape, donc on n'a pas le problème. Mais les 300 kilos, c'est quelque chose qu'on a pratiquement partout, sauf dans les halls, etc., où il y a beaucoup de passages. d'accord, merci. Pour son confort, on a Monsieur Baptiste qui demande, pardon, pour son confort, il faut déplacer le thermostat en fonction de la position des personnes dans les pièces? Alors, alors oui et non. En gros, ce que les gens font, c'est qu'ils posent le thermostat à l'endroit où ils veulent, et puis ils le laissent là. Mais j'avoue que parfois, moi-même, dans la cuisine ou dans le salon, euh, ça m'intéresse parfois de bouger le thermostat pour être sûr que à l'endroit où je vais être confortable. Ça pose pas de problème. C'est chacun comme il veut en fait, hein. C'est une question de confort, sachant qu'en fait le corps est très sensible aux variations de température, et dès lors qu'on sent une variation de température, on va plutôt mettre le thermostat réglé sur enfin une température qui ne nous donne pas d'inconfort au froid. Du coup, ça va nous faire, si on a un petit inconfort, on va augmenter le thermostat et du coup surconsommer. Ok, très bien. Merci pour la Voilà. réponse. Pas d'autres Ouais, questions. j'en profitais pour montrer ici. Donc là, on est au premier étage. Alors, le mode constructif du premier étage est vraiment bizarre. Donc, c'est un plafond, enfin, le plancher, c'était poutre en bois, sur lequel, il y a 20 ans, il a été cloué du Nevopan. Enfin, c'est pas de l'OSB, hein, c'est vraiment de l'aggloméré, et sur lequel a été coulé deux couches de béton dessus. Donc, c'est un pauvre, je sais pas comment ça tient. Du coup, ça fait un peu baignoire par endroit, mais du coup, avec un peu de réglage, on a pu rattraper tout ça. Et là, par exemple, on a une salle de bain pour laquelle on a mis du classique 17 mm avec du carrelage grès cérame qui fait 10 cm, qui fait 10 mm d'épaisseur. Ici, on a le parquet dans le couloir avec 20 mm de fibre de bois et 14 mm de parquet. On a des affleurs ici de 1 mm entre les deux. Tout ça parce qu'en fait, on s'était mal compris avec celui qui a fait le réagréage. Et dans une pièce, il a dit, bah non, c'est pas la peine de faire du réagréage. Et en fait, bah, on s'est rendu compte après que c'était idiot parce que bah, on a les 2 mm de réagréage qui vont pas entre les pièces. Voilà. Et alors, je sais Petite pas si on question, peut voir Olivier. ici. Non, non, on ne peut plus. Pardon, vas-y, vas-y. Petite question. Est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs thermostats dans une même maison? Alors, typiquement, on met un thermostat par pièce. Si vous avez une grande pièce, par exemple salon, salle à manger, bah, je reviens en bas. Bon, dans cette maison, il y a eu deux vagues de rénovation. On a une première vague qui a consisté quand même à arriver à chauffer la maison, parce que quand on a eu cette maison, ici et là, il y avait des radiateurs en fonte avec une pauvre PAC Atlantique 16 kilos haute température, et on n'a jamais pu obtenir plus de 14 degrés avec la pompe à chaleur à fond. Du coup, on a opté par une solution temporaire avec des ventiloconvecteurs ou des radiateurs réversibles qu'on devait caréner en bois, etc., avant de se dire non, on passe au plan chauffant. Et là, avant les travaux, on avait deux thermostats, un dans la salle à manger
et un dans le salon pour avoir chaud ou moins chaud, plus chaud en fonction de là où on était. Et là, du coup, on va pouvoir aussi, ben, vu qu'on a quatre zones, je reviens sur le cas de pinage. Du coup, on va avoir un thermostat qui va être plutôt par ici et un thermostat par rapport à là. Et vu que le plancher chauffant est assez sélectif, hein, on chauffe par rayonnement. Donc, du coup, on sent tout de suite la chaleur quelque part à l'endroit où on chauffe. Et le plancher chauffant qui est là à 3 mètres plus loin va avoir peu d'impact sur vous, mis à part chauffer l'air. Du coup, avoir cette notion de pouvoir exactement pouvoir choisir la température que vous voulez à l'endroit où vous êtes, a vraiment cet avantage de dire économie d'énergie. Pas de questions pour nous pour l'instant, on peut continuer tranquillement. Très bien. Ben, c'est une super question, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour poser le calé au sol classique, d'ailleurs, et comme l'EcoPlus? Le mieux, c'est quand même d'avoir une scie sur. Là, on a la Makita de service, hein, montée sur une règle, telle façon qu'on puisse débiter les plaques, bien sûr, pour les remettre à la dimension par rapport aux pièces. Là, par rapport actuellement, là, les chutes que j'ai actuellement pour cette pièce, hein, que je vais utiliser par la suite parce que c'est des trucs qu'on va pouvoir mettre à droite à gauche. Donc vraiment cette scie. Là, normalement, j'utilise des tréteaux avec une table, mais du coup, j'ai un peu la flemme ce matin, donc j'ai juste mis une plaque d'éco plus par terre, et puis je suis en train de scier les plaques par terre, voilà. Et puis aussi un cutter parce que du coup, il reste encore des petites choses par endroit à faire, mais vraiment très minimes. Par exemple, ici, on avait fait un plan qui montrait pas que on avait une embrasure avec un angle dans la porte-fenêtre là. Et du coup, ici, une fois qu'on aura collé, ben, dimanche matin, on va passer un petit coup de cutter ici, juste pour ouvrir la goulotte exactement comme on veut par rapport à quelque chose qui était assez droit. Donc, on va faire juste un truc un peu courbé, mais ça va me prendre 5 minutes dans Cutter. Et puis, j'utilise après un tournevis pour juste gratter au fond. Et à chaque fois, ça fait 5 minutes. Et aussi, le cutter est intéressant parce que sur le classique particulièrement, vous voyez que tous les retours en fait ne sont pas débouchés. Il n'y a aucun retour débouché. À l'endroit où on a mis ici un coup de marqueur, on va prendre le cutter et on va découper la feuille d'aluminium avec le cutter. Ça se fait très bien. Sinon, quand c'est pas débouché, ça ressemble cela. Donc du coup, c'est juste couper au cutter l'endroit où on veut que le tuyau passe par la suite. Il faut des chaussures. Là, c'est des chaussons, mais il faut des chaussures plates. Si vous avez des chaussures plates, vous pouvez marcher dessus. Sans problème. Alors, il ne faut pas, bien sûr, y mettre, enfin, passer un- voilà. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question, pardon. Alors, deux questions. Dans les salles d'eau, le classique est moins risqué qu'un produit de type Fermacell, vous confirmez. Et ensuite, vous ne risquez pas de marquer le classique en marchant dessus sans protection. Alors, pour le pharmacène, dès lors qu'on a une salle de bain avec une pharmacène, il faut utiliser ce qu'on appelle le spec. Alors, même d'ailleurs avec le classique, dès lors que on est dans une salle de bain maintenant, que ce soit pour des murs, des planchers, il y a des normes assez précises en France maintenant sur la protection par rapport à l'eau. Donc, si c'est par exemple du pharmacène, eh ben, c'est assimilé comme du plaque de plâtre. Et du coup, il faut peindre le pharmacène avec du spec. Alors, ce spec, c'est des espèces de peintures qui sont assez mauvais d'ailleurs, mais qui renforcent l'étanchéité et qui est livré dans un seau dans lequel il y a aussi des bandes, des bandes comme des bandes de plâtre qui sont aussi renforcées. Donc, du coup, en fait, on refait une couche avec des bandes comme pour le placo, avec cette colle qui se met, cette peinture qui se met en deux couches. D'ailleurs, on a une vidéo là-dessus de Pharmacell sur notre chaîne YouTube qui montre comment faire. Voilà, donc dans les deux cas, en fait, il faut utiliser les bonnes normes et puis c'est bon, quoi. Alors par contre, effectivement, le Pharmacell, comme d'ailleurs le classique, on verra jamais ces produits dans un hammam ou un endroit où on a une douche à l'italienne qui couvre, par exemple, toute l'entièreté du carrelage, quoi. On est vraiment dans un milieu où on peut éclabousser,
On peut avoir un débordement de baignoire. Par contre, on va pas se prendre la douche dessus, quoi. Alors, avec un seul carnet. Alors, deux questions. Quelle quantité de poussière à la découpe et est-ce qu'on doit porter un masque? Et ensuite, ce sera une question encore sur les thermostats. D'accord. Alors, là, la poussière que j'ai générée ce matin, j'ai fait la moitié du travail et là, ce que j'ai comme poussière de polystyrène. Alors là, c'est pour du classique, c'est polystyrène. Fibre de bois, effectivement, ça fait un peu de poussière, mais avec une scie circulaire, avec je dirais avec le rejet qui est bien situé vers le bas. On fait de la poussière par terre, c'est sûr, mais il y a pas de trop de volatile. Et j'avoue que c'est peut-être, je mets pas de masque quand je fais des travaux chez moi. Et ensuite, on a une question sur les thermostats. Est-ce qu'on peut les mélanger ou il ne faut pas du tout? Alors, qu'est-ce qu'on appelle mélanger? J'imagine de deux fournisseurs différents. Oui, alors je sais pas, parce que nous on vend nos propres thermostats, donc alors oui, alors le truc c'est que si vous avez différents thermostats de différentes marques avec leur propre protocole, il faut mieux à ce moment-là les mettre dans une partie d'une maison et l'autre dans une autre partie. Mais c'est à voir. Tout dépend des protocoles et comment ça fonctionne. Je dirais que c'est possible, mais à voir au cas par cas. Et si c'est juste deux thermostats qui seraient dans la même zone, mais j'imagine nos deux thermostats dans la même zone. Alors, s'il y a si deux thermostats, par exemple, nos deux thermostats dans la même zone, ils ont chacun leur vie avec leur propre température et ils vont vivre, ils vont alimenter ou pas, en fonction du besoin, les boucles à l'endroit où ils sont. Donc, tout ça est paramétré par informatique, hein. Si vous voulez changer, c'est possible de le changer. Maintenant, dans Caliodome, il y a toute la partie paramétrage qui est accessible par l'utilisateur. Et vous pouvez dire, tel thermostat, c'est telle et telle boucle. Et puis après, dire, bah non, cette boucle-là, je veux la mettre avec tel thermostat de façon que ça marche bien. Mais du coup, c'est vraiment chaque thermostat qui vit sa vie et qui alimente sa zone en fonction de la température qu'il a et de la consigne qu'il a. Maintenant, le truc qu'il faut peut-être éviter, c'est si vous avez un thermostat d'ambiance d'une pompe à chaleur avec un autre thermostat dans la même pièce. Là, par contre, ça risque de ne pas marcher. Il faut mieux à ce moment-là avoir le thermostat d'ambiance de la pompe à chaleur, qui est, à mon avis, ça va être pour la loi d'eau, etc. Et avoir d'autres thermostats dans d'autres pièces. Ok, merci. Plus de questions pour l'instant. Je voulais juste savoir, nous, après, c'est niveau organisation. Est-ce que le Zoom s'éteint au bout de 45 minutes ou est-ce qu'on peut continuer sans souci? Non, on peut jamais eu 45 minutes comme ça, mais du coup, on peut aller jusqu'à 3 heures, mais je vais finir par avoir faim avant. Voilà. On peut continuer comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Tant que vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Alors, petite question. Sur le classique, donc la feuille d'alu est très fine. Le transfert thermique est-il suffisant pour avoir une répartition homogène entre les deux tuyaux? Est-ce qu'on a des photos du résultat? Il y a des concurrents avec un pas de 100 mm. Oui, alors il y a des concurrents qui ont un pas de 100 mm. En général, alors nous, on a un produit avec un pas de 12 mm, avec un pas de 12 cm, pardon, le turbo. On en a pas, on a deux palettes, si vous voulez, on n'en a pas vendu depuis 2 ans maintenant, parce que du coup, ça intéresse pas beaucoup les gens, parce que ça consomme énormément de tuyaux. Et passer avec un pas de passer de 20 cm à 12 cm permet d'augmenter la performance du plancher chauffant en termes de puissance maxi de l'ordre de 8%. Alors, c'était un problème effectivement le siècle dernier. Maintenant, avec tous les efforts que l'on fait de part et d'autre sur l'isolation, on n'a jamais un plancher chauffant qui fonctionne à plein tube. La limite théorique d'un plancher chauffant, c'est 100 watts par mètre carré. J'avoue que maintenant, en RE 2020, on est à 20 ou 30 watts. Les RE 2012, on est à 50, 60. On n'a jamais un plancher chauffant qui est, mis à part dans les églises où on les fait passer à 200 watts par des subterfuges. On n'a jamais eu de température maxi exigible et alors et quand on livre en fait un plan chauffant aussi, on fait une étude thermique. Si vous avez des déperditions dans votre maison, quand on paramètre le caléodome, les thermostats, sort une table qui donne les températures maxi qu'il faut mettre au niveau de l'eau chaude pour avoir une bonne température dans votre maison à la température maxi mini de votre région.
Donc ça, la réduction du pas, j'imagine que c'est la gamme turbo. Et est-ce qu'on a des photos infrarouges qui montrent un petit peu la performance et la répartition de la chaleur? On en a, je sais pas où il y en a, mais du coup, on peut en avoir, mais et alors, ben, on peut en trouver, hein, mais du coup, nous, on certifie nos produits par rapport à une performance. On a passé les normes, hein. Tous les produits que l'on a sont passés par le laboratoire européen qui sait classifier des planches chauffantes. Et le truc qu'on peut aussi vous donner, c'est la courbe de performance du plancher du classique en fonction euh, d'accord, donc c'est produit normé et du coup tous nos produits, on sait calculer quelle température il faut par rapport aux déperditions de votre maison ou appartement. Alors oui, il y a M. Parot qui posait des questions sur les photos. Du coup, il y en a déjà plein sur notre site, hein, avec la galerie de photos. On a le classique posé dans une péniche, on a ça dans un hôtel, dans un restaurant. On a, je crois une vingtaine dans un manoir. Je crois qu'on a une vingtaine de références comme ça sur le classique dans différents environnements. Une fois que vous aurez posé tout ça chez vous, est-ce que vous pourrez prendre des photos avec une Oui, caméra, alors il y a déjà, oui, ben déjà, il y a déjà les, alors, etc. après, une fois que c'est posé, vous savez, une fois que le classique est posé, ça ressemble à ça, là. Du coup, on a un glycéram de type qu'on a posé avec ici, mais on voit rien. Je veux dire, une fois que là, vous voyez ça, on a même aussi un poseur en Suisse qui nous a fait des super photos, alors qui est sur le site aussi, dans la galerie de photos. Mais une fois qu'on voit ça, ben, on ne sait pas qu'on a un plancher chauffant. Donc là, c'est intéressant parce qu'effectivement, on le voit qu'il n'a pas été posé. Mais une fois qu'il a été posé, à la rigueur, il y a cette partie-là où on voit effectivement qu'il y a le classique qu'on aperçoit en dessous parce que ça n'a pas été fini de poser. Mais c'est pas évident enfin, de montrer un truc qui était fini. C'est pour ça qu'on voulait faire un peu ce webinaire, c'est pour montrer pendant qu'on fait les travaux à quoi ça ressemble. Parce qu'une fois que c'est fini, on voit plus rien, heureusement. Mais Monsieur Parent, donc on peut vous donner le lien de nouveau sur le site avec tous la quinzaine d'exemples qui ont été réalisés en classique dans différents environnements pour vous montrer un peu comment ça peut se faire. Pour l'instant, on n'a plus de questions ici. Bah, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup de questions. Bah, merci beaucoup. Du coup, on fait une autre session ce soir vers 16h30. Je pense que d'ici 16h30, on va avec la colle, vous remplissez bien les canaux autour des tuyaux. Oui, alors oui, bah de toute façon, oui, exactement. Bah, de toute façon, quand on colle maintenant avec les carreaux, vu que ce sont des grandes surfaces, c'est la colle, un double encollage. Du coup, la colle est forcément en contact avec les tuyaux. Alors l'air, j'avoue qu'en fait du coup, vu que les canaux, j'en ai pas eu de questions encore sur l'air, parce que une fois que le tuyau est en place dans la goulotte, il n'y a pas beaucoup d'espace, je dirais, il n'y a aucun espace entre. Le but c'est que notre produit, en fait, pour qu'il chauffe, il faut que le tuyau soit en contact avec l'aluminium. S'il n'est pas en contact avec l'aluminium, ça fait un coussin d'air et du coup, ça chauffe pas. Du coup, c'est diffusion par contact. Du coup, dans la goulotte, on s'assure que le produit qui a été conçu permet d'avoir le tuyau qui est toujours en contact dans la partie oméga. Et la surface qui n'est pas en fait en contact avec l'aluminium, c'est la surface, la partie supérieure du tuyau. Et là, si on a un caleur qui est consciencieux, qui met de la colle partout, en principe, on met de la colle partout. C'est pas la colle, si on met pas de la colle, sauf où il y a des tuyaux, mais on en met partout. Du coup, on suppose que il y aura plus d'air au-dessus du tuyau. Maintenant, il reste l'endroit où il y a des goulottes qui sont pas utilisées, il y a de l'air, mais on n'a jamais de problème par rapport à ce truc-là. Pour les planchers chauffants à l'étage, faut-il faire attention à l'isolation sous les tuyaux pour que la chaleur parte vers le haut? Et qu'en est-il du mode refroidissement pour l'été? Alors, ce qu'on voit déjà avec du Caléosol Eco plus 20,
en étage, on a déjà une isolation qui est pas parfaite. Alors, en rénovation, hein, c'est toujours un problème de trade-off entre l'isolation et la performance. Avec un Eco plus 20, on sait déjà qu'on a un R qui fait 0,45, donc c'est pas terrible, mais qui permet déjà de bien isoler entre le rez-de-chaussée et le premier étage, donc de diminuer le transfert de température, de chaleur qu'il peut y avoir entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Ici, on a une pièce pour laquelle on a 3,50 m de hauteur, et avec les radiateurs avant, il faisait plus chaud au premier étage qu'au rez-de-chaussée. Donc le but, c'est de pouvoir confiner au maximum l'endroit où vous voulez avoir la température pour pouvoir régler par autre part la température que vous voulez. Donc en général au premier étage. Donc le paradigme qui a été introduit par les bétonneux disant qu'au premier étage on allait chauffer par le plan chauffant qui est rez-de-chaussée était induit par le fait que les bétonneux ça va mettre du plan chauffant à base de béton au premier étage. Donc ils avaient trouvé une explication savante sur un truc qui ça ne va pas faire. Maintenant, si vous mettez de l'Ecoplus 20 mm au premier étage, ça coupe assez la montée de température au rez-de-chaussée. Donc, vous consommez moins dans la pièce où vous voulez avoir chaud et vous consommez exactement ce que vous voulez dans les chambres que vous avez. Dans toutes les gens, bah, c'est bien de vendre des produits, mais j'aime bien les tester. On a mis ça dans toutes les maisons de nos enfants et petits-enfants. Tous font le même vue, c'est qu'il y a des chambres à l'étage à 17, au rez-de-chaussée avec les petits-enfants, c'est plutôt 20, 21. Et ils régulent comme ça. Et s'ils veulent couper complètement le chauffage au premier étage, il n'y a pas de problème de transfert de température entre les deux et de se dire, tiens, je vais utiliser à fond mon chauffage au rez-de-chaussée pour chauffer le premier étage. L'avantage de l'EcoPlus aussi au premier étage, c'est qu'il est insonorisant, donc euh, avec une réduction de la température de la pression acoustique de 18 dB, ce qui permet déjà d'avoir un confort acoustique qui est pas mal. Alors j'ai vu une question sur les sondes de température. Non, on ne met pas de sonde de température dans le plan chauffant. Parce que, alors, il y a deux choses. Chambre de température dans le plan chauffant et sonde point de rosée. Il y était une époque où on vendait des sondes de température pour mettre dans le plan chauffant. J'avoue que aucun, mais je veux dire aucun, 0%, ont mis les sondes de température dans le plan chauffant parce qu'ils se sont trouvés pénibles et ils ne savaient pas trop exactement, en gros, à quoi ça allait servir. Du coup, c'était, si vous voulez, il y a on a chez nos clients, on a plein de sondes de température pour mettre dans le sol qui sont dans des étagères qui servent à rien. Euh, C'était effectivement intéressant d'avoir ça en complément de ce qu'on peut avoir dans les pompes à chaleur pour être sûr qu'on n'a pas plus de 28 degrés au-dessus d'un plancher chauffant pour des questions de confort au niveau des jambes. On s'aperçoit maintenant qu'on n'a jamais 28 degrés au niveau d'un plancher chauffant. On est plutôt 23, 24. Donc cette notion de demander d'avoir 28 degrés, d'avoir une sonde de température pour s'assurer qu'on n'a pas 28 degrés, est un peu en train de tomber. Et surtout qu'en plus, il faut savoir où on va mesurer. Si on mesure à l'endroit où ça sort, où ça rentre, du coup, c'est un peu subjectif. Et on a tous les moyens de contrôler aussi que la température qui sort de la pompe à chaleur n'est pas trop haute, avec des aquastats, etc. Maintenant, le truc qui est obligatoire si vous voulez faire du rafraîchissement, c'est la sonde point de rosée. Or, en fait, si vous regardez dans le commerce, il y a très peu de gens qui en vendent. Nous, tous nos planchers ont des thermostats avec les sondes point de rosée qui sont mis dans les appareils et qui nous permettent de couper le plancher ou le plafond si on dépasse le point de rosée. Alors, comment ça se voit? Bah, ici, par exemple, on a 17,6 degrés avec 67% d'hygrométrie à 17 degrés. Du coup, Kéléodome va prendre cette information-là, il va calculer euh, quelle va être la température de point de rosée dans cette pièce-là et s'assurer que si on est si on est au-dessus de 19 degrés, on va couper le rafraîchissement quand c'est l'été. Alors, on parlait du plancher chauffant, mais c'est encore pire en fait, je dirais, pour les plafonds. Le plancher, on voit, c'est des gens qui ont, surtout des gens qui ont des planchers chauffants traditionnels avec forte inertie, sur la Côte d'Azur, par exemple. Le problème d'avoir de l'eau en condensation sur le sol. Donc, c'est pas terrible et on peut tomber, on peut glisser dessus.
Au plafond, on voit pas ce truc, on voit pas ce phénomène. En fait, c'est le placo qui reprend l'humidité. Le placo peut reprendre de l'humidité pour 2 fois son poids. Enfin, c'est son poids multiplié par 2. Donc, si on a 14 kg au mètre carré, on passe à 28. Et du coup, on a eu des confrères qui ont vendu pas mal de plafonds sans son point de rosée. Et le plafond, maintenant, ressemble plutôt à des gondoles plutôt qu'à un plafond. Je crois qu'on a fini toutes les questions. Je pense que oui. Si, dernière question, Caléodome est de fabrication Ah, asiatique? Ah non, alors non, non. Alors calé au sol, donc le calé au sol classique est fabriqué en Suède, mais avec des composants, par exemple l'aluminium et parfois le polystyrène fabriqués en France. On fait confiance à ce fournisseur qui est en Suède parce que ce produit maintenant a 30 ans d'âge. On le commercialise depuis 15 ans et c'est le seul produit qui nous assure d'avoir une qualité constante pour coller du carrelage. J'avoue qu'on a effectivement de temps en temps, on voit des Chinois qui viennent nous voir, qu'on adore les Chinois, mais je ne ferai jamais confiance à un produit qui vient de Chine, d'ailleurs on a testé quelques-uns. Euh, et pour ça, donc non, on ne veut pas. L'EcoPlus, lui, par contre, donc, ce sont des produits purement européens, donc même en partie française. Si vous prenez l'EcoPlus 40, donc la fibre de bois vient dans les Vosges. La fibre de bois 20 mm, parce que Suprema n'en fabrique plus, ben, on est obligé de le sourcer en Pologne. Et puis tous les composants sont soit français, soit européens. Alors attends, Olivier, le truc de la pompe à chaleur. Olivier. Alors, oui, Alors, déjà, la question, c'est par rapport à la Caléodome, pas le classique, Et la PAC. et la PAC. Donc, d'accord. le Caléodome, c'est la partie domotique, donc toute la partie programmation. Alors, le logiciel, c'est notre logiciel, donc fabrication maison, donc toute la partie vraiment compréhension de ce qu'on a besoin de faire, etc., c'est fabrication Blois. Et bien sûr, bah, toute la partie carte électronique, comme la plupart des PC ou téléphones que vous avez, c'est une carte qui est fabriquée en Chine. Voilà. Il n'y a pas le choix. Pas tous enfin, sauf si vous avez effectivement une monocarte que vous connaissez fabriquée en Europe, on est preneur, mais on n'a pas encore trouvé, donc c'est forcément pour nous fabriqué en Chine. OK. Et du coup, l'histoire des packs. Alors, les packs, du coup, quand vous regardez même une pack fabriquée en France, compresseur Mitsubishi, fabriqué en Chine, et on a pas mal de composants qui viennent d'Asie, alors soit de Chine, soit de Japon, soit d'autre part. Du coup, on a pris le pari avec un fabricant chinois, de faire le tour des popotes pour voir en fait dans le monde entier, c'est quoi les meilleurs composants que l'on a et c'est quoi le meilleur composant qui est à le prix le meilleur parce que c'est mass market. Du coup, c'est pour ça qu'on vous voyait en géothermie des packs qui ont 10 kilowatts et 5 kilowatts ou 6 kilowatts, parce qu'on a pris les composants qui étaient les plus vendus au monde dans cette référence-là, donc ceux qui étaient le plus connus, donc et qui avaient vraiment un track record et qui étaient les meilleurs au niveau qualité. Et du coup, on a confié par rapport à ce qu'est les charges de ce qu'on voulait comme composant, on a demandé à un partenaire chinois de faire l'assemblage de ces packs. Maintenant, donc, on apprend, on va lancer on va recevoir des pompes à chaleur RO qui font 4,5 kg, 4,5 kW sous la marque Thermaliance. Et là, 50% du produit sera fabriqué à Blois. Donc, il y a une partie unité extérieure pour laquelle on a retiré le maximum, qui sera fabriqué toujours en Chine, et unité intérieure qui sera fabriquée à Blois. D'ailleurs, c'est Elora et Marois au téléphone. Voilà. Alors, les futures taxes douanières, en fait, c'est notre problème. Euh, pour nous, en fait, on a un prix de vente, on se débrouille avec, quoi. Et l'unité intérieure étant fabriquée en France, du coup, on n'a pas de problème, quoi. C'est quoi votre question, d'ailleurs, les taxes douanières? Oui, alors du coup, alors bien, donc au niveau des webinaires, donc on a fait il y a quelques temps, et puis on était un peu flemmard, donc on n'a pas fait de nouveau. Vous avez raison, les murs géothermiques, il faudra qu'on refasse un webinaire. Si vous regardez sur notre chaîne YouTube, il y a un webinaire qui montre la pose des murs géothermiques, d'ailleurs, dans cette même maison. Euh, euh, et bon, bah, on les voit pas trop. On les voit pas trop, les murs géothermiques. On voit juste ici, si vous regardez ici, au fond du jardin, il y a des petits bosquets. Et les murs géothermiques, en fait, il y a un regard qui est derrière les bosquets.
Et puis, on a une pompe à géothermique R290 qui va traîner avec un essai de bac qui était, voilà, une pompe à géothermique R290 qui est là, qui est en train de fonctionner. Juste ici avec un bac de rétention d'alcool pour faire des essais. Voilà. Mais vous avez raison, c'est intéressant de faire un webinaire, ce truc-là. Et dernière question encore de M. Poiret, qui a précisément beaucoup de questions, effectivement. On a une question aussi de Monsieur Moulin. Euh, D'accord? Oui. pour une alternative au pack, il demande s'il peut chauffer l'eau avec une chaudière bois à bûche, vu qu'il fait son bois lui-même. Oui, alors tout à fait. En fait, nous, ce qu'il nous faut, c'est une source d'eau chaude pour chauffer, quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être, à l'époque, c'était le gaz et le fioul, mais ça va très bien avec du bois aussi ou du pellet. Euh, Après, le truc qu'il faut regarder, c'est quel dispositif vous avez pour passer de la haute température qui est nécessaire pour votre chaudière à la basse température pour le plancher chauffant. Il y a des chaudières qui ont des circuits qui permettent de passer en basse température. Du coup, ça s'appelle des chaudières basse température. Et sinon, il faut ajouter un petit dispositif, donc une 23 voies, qui permet de diminuer la température de la chaudière pour passer dans le plan chauffant. Alors, du coup, la C2E, très bien. Ah, Pour le moment, donc, on est éligible à la C2E. J'avoue qu'en fait, on a proposé ça à nos clients de dire on a une prime C2E 5 000 euros. Ça n'a intéressé personne, en fait. C'est assez marrant. Les gens savent qu'il y a une prime C2E 5 000 euros pour changer une chaudière ou un truc comme ça. Et on a, en fait, apparemment, toutes les pompes à chaleur qu'on a vendues jusqu'à présent, je crois que personne n'a demandé de C2E, alors qu'ils ont le droit. merci beaucoup, Olivier, pour ces explications très claires et pour cette visite sur terrain. Donc, Mhm. c'est toujours plus parlant de voir l'installation de plancher chiffon sur terrain comme aujourd'hui. Donc, avant de finir ce webinaire, je voulais vous rappeler que notre société Fruit Caliosol accompagne les installateurs, les professionnels et particuliers pour leurs projets d'installation des solutions de chauffage, notamment plancher chiffon. Et je voulais aussi également, encore une fois, merci à tout le monde hein, pour la participation d'aujourd'hui et pour le temps que vous avez passé avec nous. Donc voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Et pendant ce temps-là, il ne pleut plus. Donc, maintenant, il va peut-être faire soleil, c'est bien. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.